Deux hommes, deux soignants, deux ouvrages et un espoir, double espoir pour toutes celles et ceux qui souffrent d'une addiction à l'alcool. Arrêter de boire, c'est possible, dit le professeur Michel Lejoyeux. Bonsoir. Bonsoir. Dans un livre Changer en mieux, un livre consacré par ailleurs à d'autres troubles ou blocages. Guérir définitivement de l'alcoolisme, c'est possible, dit aussi le professeur Olivier Almezen. Bonsoir. Bonsoir. Dans un livre, le dernier vers, et pour le coup, vous savez de quoi vous parlez, soignant et patient en même temps. Vous buviez trop, vous trouvez un médicament, vous le prenez, miracle, et vous n'êtes plus accro. C'est toute la nouveauté de ce que vous vivez d'ailleurs, de ce que vous racontez, Gaëlle. Oui, et ce médicament, c'est le baclofène, un décontractant musculaire en vente depuis les années 70. Ce traitement pris à forte dose agirait sur le cerveau en bloquant la dopamine, une substance qui favorise l'addiction. Les premières études sur le sujet ont lieu en 1993 aux États-Unis avec des premiers résultats prometteurs. Le baclofène suscite alors de nouveaux espoirs. En France, le sujet reste méconnu jusqu'à la parution de votre livre en 2008, Le Dernier Vers. Aujourd'hui, le baclofène est toujours contesté par les addictologues. Ils considèrent que l'abstinence est le seul moyen de lutter contre l'alcoolisme. Pourtant, de nombreux médicaments le prescrivent, de nombreux médecins le prescrivent. Sur les 100 000 personnes sous baclofène, 20 000 le prendraient pour lutter contre l'alcoolisme, selon l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire. Une agence qui reste sceptique. Oui, en juin dernier, elle affirmait que le bénéfice du baclofène dans l'alcoolodépendance n'avait toujours pas été démontré et que les effets secondaires étaient à prendre en compte. Le médicament n'a donc toujours pas d'autorisation de mise sur le marché. Pour l'avoir, il doit être évalué par des essais cliniques et c'est justement là que le bât blesse. Les essais cliniques ont été souvent annoncés mais toujours reportés. Alors, histoire forte, la vôtre, forte, cardiologue. Évidemment, vos titres apparaissent, mais il paraît que pour le débat, il est important de le dire quand même, et au moins de donner quelques précisions sur votre parcours, pour montrer que vous avez tous les deux, évidemment, légitimité pour en parler. Vous êtes professeur de médecine et de cardiologie à l'Université de New York, expert international en addictologie, et vous allez ouvrir une consultation en addictologie à l'hôpital Cochin de Paris. Quant à vous, évidemment, les Français vous connaissent bien, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris 7, président de la Société française d'alcoolologie, chef de service psychiatrie et addictologie à Bichat et à la Maison Blanche. Vous imaginez si à chaque fois je devais, par exemple, moi, résumer tout mon parcours? C'est long, hein? En tout cas, bravo. Histoire, gros succès au début comme médecin et même comme pianiste, peut-on lire. Départ pour New York, et là, que se passe-t-il? Là, que se passe-t-il? J'étais quelqu'un de, comme souvent pour l'alcoolisme, j'étais quelqu'un de timide, avec une estime de moi qui était tout à fait piètre. Et tout ce que j'avais fait, j'avais été médecin de Matignon à l'époque de Raymond Barre, j'avais une carrière tout à fait sur papier, c'était extraordinaire, même moi. Mais le problème, c'est que tout ce que je réussissais, je n'y croyais pas. Lorsqu'Harvard m'acceptait comme fellow, je me disais, oui, si Harvard m'accepte, et qu'Harvard n'a rien compris, enfin, ils n'ont pas vu que j'étais mauvais. Si Arthur Rubinstein m'entendait jouer du piano, il disait que je suis le meilleur pianiste qu'il entendait, etc., je me disais, il n'a rien compris, etc., etc. Pour moi, je n'avais pas cela. Curieusement, cette timidité, cette anxiété m'a conduit lorsque j'étais dans des soirées, on me demandait dans les milieux diplomatiques de New York, etc., de jouer du piano, ce que je faisais avec plaisir, sauf que avant de m'y mettre, j'avais cette angoisse et j'avais fait toutes sortes de thérapies, etc., de pris de tranquillisants, et je n'entrerai pas dans tous les détails, mais j'ai remarqué qu'un verre de whisky me permettait d'aller, de jouer du piano, les gens applaudissaient, tout était formidable, j'étais devenu l'homme que j'aurais toujours voulu être. L'alcool vous désangoissait? L'alcool était mon meilleur médicament, un médicament complètement, j'étais moi-même avec l'alcool. Voilà. Et thérapie insuffisante, les thérapies ne vous ont pas aidé? Pas du tout. Comme elle n'aide d'ailleurs personne. Mais ça, c'était pour l'anxiété. Mais ensuite, je suis venu... Donc, alors, parlons d'abord de l'alcoolisme mondain. Au début de la soirée, seulement de temps en temps. Je n'ai jamais pratiqué la médecine sous l'influence de l'alcool, ce qui a été remarqué, parce que malheureusement, beaucoup le font. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc fait... même à un moment, j'ai commencé à avoir des incidents, des accidents, des blackouts. J'ai commencé à me blesser. J'étais dans un taxi, le visage en sens, et je me demandais ce qui s'était passé. Donc, avant. alcoolisme extrême. Oui, extrême. Jusqu'à faire des cures, hein? À faire des cures. Et combien de cures? J'ai vu les psychiatres. L'alcool ne m'a pas coûté très cher. Par contre, les cures m'ont coûté très cher parce que mon assurance ne les remboursait pas. Les psys que j'ai vus m'ont coûté une fortune. Tout ça ne s'est servi à rien. Et là, à la fin, je me suis dit,
Que va-t-il se passer? J'attendais, je me disais, un traitement sortira. Je savais que c'était une maladie biologique. Comme la tuberculose, un jour, on a vu un traitement. Comme pour l'ulcère d'estomac, on a vu un traitement. Je suis cardiologue, on a vu des traitements pour à peu près toutes les maladies. Je me suis dit, je ne veux pas mourir avant que le traitement. J'ai envie, parfois, je me disais, est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à mes jours parce que l'indignité de devenir ce que j'ai peut-être. À quel moment découvrez-vous ce médicament et à quel moment pensez-vous que ce médicament utilisé pour d'autres choses Tout à fait. va vous aider? Voilà. Je lis dans un article qu'un médicament qui est le baclofène, qui est en fait un médicament qui est normalement un relaxant musculaire. Curieusement, je me suis dit, c'est intéressant. Et qu'il avait été utilisé par une équipe, c'était pas ce que j'avais entendu avant, sur 93 aux États-Unis était inexact. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'études jusqu'à cette époque, des études à faible dose en Italie, oui. Mais moi, ce que je vois dans cette étude, c'est que chez l'animal, alors ce que je vois dans ce papier que je lis, je vois que chez un patient, le baclofène réduit ce que j'appelle le craving. Le craving est un mot que j'ai introduit en France quand je suis rentré à Paris en 99. Qui veut dire quoi précisément? Qui veut dire envie impérieuse de boire. Alors quand je dis aux gens il y a un craving, en France, les gens me disent c'est quoi un craving? C'est d'ailleurs terrible, c'est un mot anglais, mais quand on entend craving, on pense à crever, hein, pardonnez-moi. Ah, oui, mais craving, ce que ça veut dire, tout le monde connaît la faim, la soif et la douleur. Tout le monde, si vous dites douleur à quelqu'un, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, le craving, non. Donc beaucoup d'alcoologues, beaucoup d'addictologues vous diront, le craving est un concept. Pour un alcoolique, non, c'est cette envie de boire qui vient et qui vous prend à 5 heures de l'après-midi, qui est forte, qui fait que l'alcoolique va aller à la bouteille, malgré le cortex qui vous dit, l'intelligence corticale qui vous dira surtout ne le faites pas, et qui vous dira le cortex, c'est la volonté et l'intelligence, et vous pouvez être Albert Einstein et je ne sais qui, Schwarzenegger pour la volonté, vous n'y arriverez pas. C'est un peu comme si vous disiez ne respirez pas pendant une demi-heure. Un mot pour donner ensuite la parole au professeur Lejoyeux. Oui. Vous découvrez ce médicament en 2004. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de boire de l'eau. Nous, on ne sert que de l'eau. Hein. Bon, j'aurais pu boire autre chose, donner du vin ou du whisky, mais sauf que ça m'est strictement, ça ne m'attirerait pas. Je peux boire un verre de champagne, je l'ai fait il y a jour de l'an. C'est ça, mais et ensuite, vous ne suivez plus. Oui, mais comme je n'ai pas le goût, maintenant, ça ne me fait rien. Donc, je veux dire, je peux prendre un ou deux. Mais normalement, quand on est abstinent, on en prend un ou deux et on rechute. Et là, vous êtes guéri. Vous considérez comme guéri. J'ai guéri depuis maintenant. C'est simple. Le premier comprimé que j'ai pris, c'est exactement il y a 10 ans. La guérison date exactement de février. C'était la guérison date de 2004. Février 2004. Donc, ça fait 8 ans que je suis guéri. Alors, donc c'est possible. Si je peux me permettre. Alors, j'ai envoyé de ça. J'ai publié. Non, il y a une réticence, il y a une résistance. J'ai publié un article médical dans la plus grande revue, qui est par exemple JAMA, plus grande revue de médecine. Je l'ai publié dans d'autres revues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'immédiatement, il y a eu un engouement extraordinaire aux États-unis, Harvard, etc. Mais pas en France. La France est le seul, lorsque vous disiez réticence en France, c'est le seul pays. À l'inverse des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Suisse, etc., il y a un seul pays, la France et la Société française d'alcoolologie. J'aime beaucoup, Michel Lejoyeux et moi sont des amis. Nous sommes des amis depuis longtemps. Bon, à défaut de partager une bouteille, vous allez partager la parole. Oui, partageons la parole. Allez, professeur Lejoyeux. Alors, c'est convaincant. C'est une histoire que raconte Olivier, qui est son histoire et qui est tout à fait impressionnante. Le problème, si vous voulez, les alcoologues que je suis, il y a des milliers d'alcoologues qui travaillent en France sur ce sujet et qui soignent tous les jours des patients. Il y a peut-être 2-3 choses qu'il faut rappeler. D'abord, c'est qu'aujourd'hui, nous soignons des malades de l'alcool avec d'autres techniques. Il y a un paysage alcoolologique français, il y a des consultations, il y a de la psychothérapie, il y a beaucoup d'autres solutions. J'allais dire, vous savez, moi j'ai une double inquiétude quand j'entends le témoignage d'Olivier Amezen. La première inquiétude, c'est de me dire, est-ce qu'effectivement on ne donne pas aux patients toutes leurs chances avec ce produit? La deuxième inquiétude, c'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment tous les éléments en termes d'études contrôlées contre placebo? Nous l'avons écrit sur le site de la Société française d'alcoolologie, en termes de sécurité. Hein, vous vous souvenez, vous savez, c'est difficile la position de professeur de médecine. On nous dit quelquefois, vous n'êtes pas assez rapide pour donner des médicaments dont on vous dit qu'à l'évidence, ils sont utiles. Quand certains de mes collègues ont dit, mais le Mediator, c'est formidable, ça coupe l'appétit, ça évite de faire des régimes, on a une pilule formidable, et que certains se sont engouffrés sans vigilance, je ne dis pas du tout que le baclofène est le Mediator. Je ne veux pas comparer. Comparaison n'est pas raison. Je dis simplement qu'au niveau scientifique, nous devons être vigilants quant à la tolérance et quant à l'efficacité. Les autorités sanitaires de notre pays proposent cette vigilance. Pourquoi on la propose pour tous les malades? Mais alors, quand vous dites vigilance, pourquoi ne pas faire les essais cliniques? C'est ce que nous demandons. Et nous demandons. C'est ce que je demande depuis nous 2004. Nous demandons la même chose.
Et pour des conflits d'intérêts. un certain nombre d'essais sont en cours. Vous savez, il y a un des problèmes. Les essais cliniques sont déclenchés par les laboratoires. Ce produit ne vaut plus rien. Ce produit est ce qu'on appelle un intéressant ce que générique. vous dites là. Il n'y a Oui. plus d'enjeu financier. S'il y avait derrière ce produit la possibilité pour une firme de gagner énormément d'argent, on ne serait pas là, ni l'un ni l'autre. Il aurait été déjà testé, il y aurait des brevets. C'est un produit qui ne rapportera pas quand il sera mis sur le marché. Notre seul enjeu, c'est l'enjeu de santé publique. Donc on a du mal. Les recherches ne peuvent être faites que sur des fonds publics. Vous avez un petit peu entendu parler aujourd'hui de la grande difficulté qu'on a à obtenir des fonds publics. Il y a une autre chose que je veux dire qui est en lien avec le livre que j'ai fait sur ces psychologies du changement. C'est que moi, tous les jours, je soigne des malades de l'alcool. J'allais presque dire, je les guéris aussi par des Et il y a des techniques, témoignages édifiants, voilà. par des techniques qui sont des techniques de psychothérapie. On peut tout à fait guérir avec un médicament. Je n'en disconviens pas, l'exemple d'Olivier est tout à fait frappant. On peut aussi guérir, on peut aussi diminuer son envie de boire, par exemple, en changeant ses croyances sur l'alcool, en cessant de penser que l'alcool est quelque chose dont on a besoin. En se lançant, moi j'utilise une technique, j'ai mon baclophène psychologique, moi, en proposant aux patients de se lancer des défis, de faire des micro-changements, de ne pas attendre une grande révélation, mais par des petites modifications, de changer son état. Je n'ai pas voulu vous interrompre l'un et l'autre Bien pour sûr. que votre propos vraiment soit entendu, Là, audible je voudrais intervenir, et oui, cohérent. s'il vous plaît. Très très brièvement, Oui. mais Oui. très brièvement. Bon. Il s'agit Non, ne donc, lisez pas un discours. Non, pas du Non, tout. bon. C'est très simple. Un médicament, quand il marche, on a la preuve de l'efficacité. Il y a beaucoup de maladies. Par exemple, prenez le sida, il y avait 100% de mortalité, aujourd'hui il y en a 2%. C'est-à-dire, elle est passée de là à là, comme ça. Même chose pour l'hypertension artérielle. Je l'ai connue comme maladie mortelle. Elle est aujourd'hui pas du tout une maladie mortelle. Et même chose pour bien d'autres maladies qui étaient, se disant ceci, cela. Pour ce qui est de l'alcoolologie, aujourd'hui, l'alcoolologie, il y a 20 ans, il y a 120 morts par jour. C'est l'alcoolologie qui est bien d'accord. 120. Avec tous les traitements actuels, c'est-à-dire les thérapies, les trucs, les médicaments qui existent, etc., la mortalité ne fait qu'augmenter. Donc, alors que dans le sida, grâce aux trithérapies, elle baisse, avec le baclophène, manifestement, on a des dizaines de milliers de patients guéris, avec un taux de guérison de 90%. Et je prends un patient et en 10 jours, je le guéris non seulement de l'alcool, mais de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis et du tabac. Donc, alors on dit il y a un recul de 40 ans pour ce médicament. Les neurologues l'utilisent comme un petit médicament anodin, etc. Et je trouve scandaleux certains, ici je peux le dire, que certains disent, le docteur de Beaurepaire, qui est chef de service à l'hôpital de Villejuif, l'hôpital Paul Guéraud, il est pas là, dit pour répondre. que c'est criminel de ne pas prescrire le baclophène. Ah, je dis d'accord. qu'il s'agit de non-assistance de personnes en danger. Et ça, il faut que ça change. 30 En secondes. France, c'est comme ça. En Mais un là, mot, c'est très grave. Ce que vous faites est très grave. Philippe. Ce qui est peut-être Michel. criminel, et ce Très qui est grave. sans doute criminel, Très c'est que grave. sur cette maladie gravissime qu'est l'alcool, et nous en sommes tous d'accord, on n'est pas une mobilisation des pouvoirs publics, de la recherche, comme on l'a eu pour les traitements du sida et pour les traitements de la cardiologie. Et ce que nous demandons tous ensemble, c'est l'évaluation la plus rapide et la plus complète de ce produit. Je peux vous faire une proposition à l'un et à l'autre. Oui. C'est de revenir sur ce plateau. Je consacrerai volontiers une émission, une très grosse partie de l'émission aux addictions. Et vous reviendrez exposer vos méthodes les uns et les autres, Tout à fait. peut-être en présence de personnes qui souffrent et qui Tout à pourraient fait. avoir besoin de vos conseils éclairés, parce qu'il ne s'agissait pas évidemment d'opposer les méthodes Tout à les fait. unes aux autres. L'objectif d'un soignant Mais étant monsieur Marc, évidemment de pour vous guérir. donner Avec plaisir, parce que nous ceci- avons une addiction à votre Ouais. émission, donc nous y reviendrons Voilà. très, très volontiers, Mais monsieur ici, Hamar. il s'agit d'un Merci. article ici de Science. C'est la plus grande revue scientifique au monde. Science a fait une pleine page au mois de mai avec la photo et la photo de mon livre, ce qu'ils ne font jamais pour personne, en disant qu'il existe ce nouveau médicament qui est reconnu à peu près partout. Le Guardian parle de la plus grande, plus importante découverte du siècle. Donc, si on considère que la psychothérapie, Merci. c'est bien, Merci, Je veux bien. mais je vous ai Merci. fait une promesse, on va la tenir. Merci. Si vous, évidemment, si vous en Avec- êtes d'accord. avec grand plaisir, monsieur Merci Hamar. beaucoup.